Ah, mais quand j'évoque la solitude, ça n'est pas seulement celle de l'analyste. Je crois qu'il faut dire aussi la solitude de l'analysant, ce sentiment qui se fait jour à un certain moment d'une analyse déjà bien avancée. J'ai déjà eu maintes fois l'occasion d'évoquer ce moment-là. C'est un moment où se joue très souvent la poursuite du voyage analytique. Et voyez-vous, ça n'est pas quelque chose qui apparaît progressivement, quelque chose qu'on voit arriver. Non, c'est plus souvent brutal, inattendu. À savoir qu'on prend soudain conscience d'une séparation d'avec une partie plus ou moins grande de notre tissu relationnel. Voilà, des préoccupations qui nous paraissaient hier encore capitales deviennent totalement insignifiantes. Des centres d'intérêt s'estompent et finissent par disparaître complètement. Et alors, on entend les analysants exprimer leurs doutes quant à la poursuite de leur analyse, leur crainte de couper tellement d'amarres qu'il pourrait ressembler à un bateau à la dérive. Et puis, la plupart du temps, ils poursuivent leur analyse. Je leur rappelle qu'un bateau n'est à la dérive que s'il a perdu son gouvernail ou si son capitaine ne pèse pas suffisamment sur cette pièce maîtresse pour orienter le bateau dans une autre direction. Et puis de toute façon, comment penser librement sans être seul? Parfois on me demande si c'est la rançon du voyage analytique, mais je ne pense pas que la chose puisse être limitée au parcours d'une analyse. Comment penser librement dans un monde pathologique où les influences sont autant de filets dans lesquels est pris l'individu, dans lesquels il se débat pour être finalement immobilisé. Comment penser librement sans être hors de quelque chose, hors de la foule, hors du bruit, hors du chaos? Et je crois qu'un moment arrive où il est nécessaire de faire le choix d'être hors. Il faut un espace de solitude. Ça me paraît vital. La psychanalyse ne peut pas être circonscrite à un enseignement, tout simplement parce qu'elle ne peut pas être circonscrite à un savoir, à une somme qui serait finie. J'ai envie de reprendre la jolie formule de Liliane Fensilber. Ce que je m'efforce de transmettre, c'est le goût de la psychanalyse, une invitation à penser plus loin. Parce que si on transmet pour enchaîner un apprenant à la parole d'un maître, alors autant devenir gourou. Transmettre, c'est bousculer, c'est inviter à l'audace, à l'invention, à la créativité, c'est ouvrir l'autre à une forme de déchaînement. Voilà, que ce soit par les effets d'une cure ou par ceux d'une supervision, si un sujet parvient à se désaliéner de quelque chose ou de quelqu'un, alors c'est bien. Et puis, je crois qu'il est aussi indispensable de transmettre l'importance qu'il y a à tenir le cap, sans céder aux caprices du moment, parce que tout simplement les caprices ne durent pas, tant ils sont rapidement remplacés par d'autres caprices, par d'autres modes. Alors qu'est-ce que c'est tenir le cap pour un analyste? Eh bien, je crois que c'est toujours conserver l'idée d'une insuffisance.
Voilà, c'est aussi pouvoir expliquer les concepts d'une façon simple, claire, accessible. C'est transmettre ce qui peut aider un praticien à y voir un petit peu plus clair dans la personne que nous avons en face de nous. Et puis, autant que possible, parvenir à prémunir le futur praticien d'une perméabilité à la souffrance de ses patients. Une perméabilité qui serait évidemment un immense handicap parce qu'il l'empêcherait de montrer au patient qu'il a en face de lui quelqu'un de suffisamment stable, de suffisamment solide pour l'accompagner. Pas surhumain, n'est-ce pas, hein? Suffisamment solide, c'est tout. C'est une fragilité que je rencontre souvent en supervision, cette perméabilité. Un praticien qui démarre n'imagine pas la profondeur des souffrances auxquelles il va être confronté. Parce que voyez-vous, il y a des abîmes de souffrance, il y a des plaies terribles, des histoires mais complètement folles. On se demande d'ailleurs comment les victimes peuvent encore tenir un petit peu debout. Eh bien, quand on est face à un patient dont l'éponge de souffrance, l'éponge de désespoir est pleine, eh bien, je vous assure que ça réduit à pas grand-chose, hein, toutes les connaissances et toutes les théories qu'on a pu accumuler, déjà. Et puis, il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est que la supervision révèle souvent un achèvement bien trop précoce de l'analyse. Un peu comme, vous voyez, un peu comme un chantier dont on se dit qu'il est terminé alors qu'il y a des malfaçons terribles dans les fondations. Eh bien, quand un praticien se trouve confronté à une souffrance immense, ça peut faire émerger brutalement une souffrance de son histoire à lui. Une souffrance qui était restée jusque-là bien cachée, bien silencieuse et qui soudain lui explose au visage. Et ça, évidemment, ça n'est vraiment pas un service à rendre aux patients. Mais il n'y a pas de modèle pour apprendre à vivre. On ne peut pas décemment se mouler en permanence aux normes du moment. On ne peut pas, sans conséquence, désirer ce que l'on nous enjoint de désirer. Quelqu'un qui est trop adapté à son milieu, c'est quelqu'un qui est en train de disparaître. C'est quelqu'un dont le relief va s'éroder peu à peu, jusqu'à être arasé. Et je suis toujours sidéré d'entendre le moralisme de certains psychanalystes qui se mêlent de régenter la vie de leurs analysants, leur côté intrusif, leur côté inquisitorial, comme, je sais pas, comme s'ils étaient investis d'une mission qui leur aurait été confiée par les gouvernements ou par l'économie. Comme si cette mission consistait à canaliser les pulsions vers la meilleure adaptation sociale, vers le meilleur rendement dans notre société de consommation. Alors comment voulez-vous que de tels praticiens donnent à l'analysant le goût de la liberté? Rosa Luxembourg disait « Ceux qui ne bougent pas ne remarquent pas leur chaîne ». Ben oui, il faut qu'une psychanalyse fasse suffisamment de bruit pour réveiller le prisonnier en soi. Pourquoi parler de la mort? Je dirais plutôt comment ne pas en parler. Parce que d'abord, il y a l'actualité, forcément.
pendant des mois, il a été question d'euthanasie, d'aide à mourir, de suicide assisté. On va dire que c'est une raison conjoncturelle suffisante pour qu'elle soit très présente chez les patients que nous accompagnons. Mais bon, au-delà de la conjoncture, à qui parler de la mort? À qui s'en ouvrir à pas feutrés pour ne pas paraître indécent, ou parfois au contraire comme si on déchirait sa chemise pour montrer sa poitrine. Vous savez, quantité de gens disent qu'ils n'ont pas peur de la mort. Ils disent que ce dont ils ont peur, c'est plutôt de ce qui précède la mort. La souffrance, le handicap, la dépendance, la dégénérescence, la solitude. Mais quand on accompagne des patients très âgés, eh bien, on finit par entendre que ce qui précède la mort, eh bien, c'est là comme un paravent opportun, un bienvenu pour occulter ce qui ne manque pas d'être alors évoqué, c'est-à-dire la disparition dans l'inconnu. Et voyez-vous, même chez des personnes qui ont une croyance forte en un au-delà de la mort, même elles, à force de creuser toujours davantage le sujet, et à condition qu'elles osent à un certain moment renverser le paravent, eh bien on en arrive à une peur universelle, la peur de l'effacement. Et qu'ils soient croyants ou athées, qu'ils soient très âgés ou au creux de la vie, ce sont des accompagnements qui vous prennent tout entier, qui donnent tout son sens à l'expression « être là ». Je repense à ces phrases de Christophe Julien. « Tout être humain espère secrètement qu'il y aura quelqu'un pour l'accompagner au moment où les lumières s'éteindront. » Alors oui, être pleinement là, dans une communication de l'intime où souvent ce qui s'établit avec les patients emprunte d'autres voies que celles des mots. Ah non, non, je ne dis pas que la plupart des gens sont des enfants. Je dis qu'ils sont restés fixés à l'infantile. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Nous venons au monde pas fini. C'est comme ça. Et donc, nous avons tous besoin d'être accompagnés par un plus grand que nous pour continuer à nous développer, pour aller vers ce qu'on appelle un adulte. Et ceux qui, dirons-nous, accomplissent au mieux le voyage vers une maturité optimale, eh bien ceux-là parviennent à un moment de leur vie à se passer de l'autre. Attention, je veux dire de l'autre quand il a une fonction de béquille, n'est-ce pas, hein? Par exemple, se passer d'un précepteur, d'un influenceur, d'un guide, d'un maître, d'un gourou, peu importe. Et puis il y a les autres. Et je n'hésite pas à dire l'immense majorité d'entre nous. Eh bien, les autres n'y parviennent pas. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent arrêtés. Ils se retrouvent coincés dans leur besoin permanent d'être aimés, dans leur besoin de démonstration d'amour, de soutien, d'accompagnement, dans leur besoin d'être admirés, reconnus, préférés, etc. etc. Et évidemment, la société qui est la nôtre, aujourd'hui, fait de son mieux pour nous aider à demeurer coincés dans l'infantile. Alors sans être un tenant du retour à la bougie, il faut quand même reconnaître que tout est fait pour nous simplifier la vie. C'est-à-dire pour automatiser des tâches, pour nous dispenser d'un effort, pour nous exonérer
de toute responsabilité, puisque cette action est déléguée à un autre, à une machine, à une intelligence artificielle. Ce qui est à l'œuvre, et avec une puissance inouïe, ce qui est à l'œuvre, c'est un désir qui cherche sa satisfaction dans l'immédiateté et qui l'obtient. Un désir qui est donc, pourrait-on dire, en parfaite osmose avec notre société, c'est-à-dire la société nourrissant le désir et le désir confirmant, ratifiant, validant la société. Bref, un système qui tourne en circuit fermé, qui s'auto-alimente. Et étant donné que la libido y trouve son compte, eh bien nous acceptons cette forme de servitude volontaire. Donc nous régressons, nous agissons dans l'infantile. C'est pour ça qu'une psychanalyse, c'est long. S'arracher à ces satisfactions immédiates pour aller vers un stade qui requiert des efforts et qui impose des responsabilités, personne n'a envie de se priver de quoi que ce soit. Et c'est comme ça que prospère la société, c'est-à-dire comme une immense cour de récréation. Ah, le lien avec les patients, ça me fait penser à un roman de Irving Yalom, je n'ai plus le titre en tête, hein. Un roman où l'analyste apprend qu'il a une maladie grave et qu'il est condamné. Alors il ressort tous les dossiers de ses patients et je crois qu'il leur adresse un courrier pour leur demander ce qu'ils sont devenus, ce que leur thérapie a changé dans leur vie. Il m'arrive à moi aussi de me demander ce que sont devenus certains patients, du moins ceux que j'ai accompagnés pendant de nombreuses années. Je me demande de quelle façon le travail que nous avons fait ensemble a orienté la suite de leur vie. Et puis parfois ce sont eux qui m'envoient un petit mot parce qu'ils m'ont croisé sur un réseau, parce qu'ils ont vu une vidéo de moi, alors ils font un petit coucou, c'est toujours très, très touchant. Et puis certains d'entre eux sont devenus psychanalystes. Et avec eux, ma foi, l'histoire se poursuit. Parfois, elle continue de s'écrire autrement, par la supervision. Mais pas seulement. Il peut y avoir plus tard des amitiés éclairées. En tout cas, nous ne sommes plus à l'époque de Lacan qui disait qu'une analyse, ça sert à produire un nouvel analyste. J'ai le sentiment qu'à cette époque, il était presque question de générer, de cloner, hein. J'oserais même dire de procréer un nouvel analyste. Ça m'a toujours beaucoup gêné cette période parce que j'ai le sentiment que nombre de ceux qui en parlent encore aujourd'hui comme d'une espèce de paradis perdu étaient dans la soumission à un Père tout-puissant et qu'ils en sont restés là. Exactement de la même façon que l'analyste géniteur de l'époque est demeuré dans son illusion d'une capacité de procréer des analystes. Alors, ceci dit, il arrive effectivement aujourd'hui que certains des patients entreprennent une analyse en exprimant dès le début le désir de devenir analyste. Mais le désir en question, c'est un sujet qui doit se travailler jusqu'à l'os avant d'y voir un peu clair. Et d'ailleurs, rien ne dit qu'il survivra à l'analyse.
Écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire là, hein, sur ce point, mais je ne transige pas, peu importe si je passe pour un dinosaure, pas d'analyse en visio. Mais tout ce que vous voulez, une thérapie de soutien, une psychothérapie, un accompagnement, une supervision, oui, oui, sans problème, mais pas une analyse. Dans la relation, en visio, il manquera toujours quelque chose d'essentiel pour faire une analyse. Je m'en suis déjà longuement expliqué. La visio, ça ampute la relation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas transfert. Ça ne veut pas dire que le patient n'est pas au travail. Comprenez bien une chose, je ne fais pas du cabinet de l'analyste une exclusivité de la mise au travail, mais j'en fais une exclusivité d'une psychanalyse orthodoxe. Et orthodoxe, ça ne signifie pas qu'elle serait condamnée à ne jamais évoluer. Ça signifie tout simplement que la méthode fonctionne et que le praticien doit continuer à faire confiance à la méthode et à s'appuyer sur elle sans y ajouter des rouages qui modifieront tellement la méthode que l'on ne pourra plus décemment l'appeler une psychanalyse. Mais ceci dit, vous voyez que je crois que si on n'a pas vécu une analyse sur le divan, en cabinet, avec l'analyste derrière soi, on ne peut pas comprendre de quelle part essentielle le virtuel ampute la relation. Et j'ajoute une chose, j'ajoute à propos des appellations, que ce que je dis de la visio s'applique exactement de la même façon dès que l'on incorpore d'autres approches à l'analyse stricte. Et je précise tout de suite que j'ai parfois un penchant très favorable pour certaines d'entre elles. Mais quand on fait vivre au patient un cocktail plutôt qu'une analyse, eh bien, il faudrait avoir l'honnêteté de ne plus utiliser le mot de psychanalyse. La langue française est tout de même suffisamment riche, sans compter les toutes récentes inventions, pour ne pas usurper le mot. Et si ma réserve en la matière est aussi stricte, c'est tout bonnement parce que le recours à n'importe quel élément extérieur à la méthode va forcément exercer une influence sur le transfert, et qu'à partir du moment où un élément extérieur modifie la météo du transfert, ça nuit à son maniement. Et il y a alors à ce moment-là quelque chose d'irrémédiablement changé dans le travail. Voilà, c'est comme ça. En matière de courage, il y a un sujet qui m'est cher. Et André Green, principalement, on a parlé avec une hache dans la voix. J'adore ça quand André Green disait les choses comme s'il usait d'une hache. Le sujet en question, c'est la question de la folie. Voilà, c'est-à-dire que nous devons accepter la folie comme une part possible de toute psychanalyse. Et peu d'analystes sont ou ont été d'accord avec ça. Il y a eu Winnicott, il y a eu Harold Searles, mais en dehors de ces quelques phares, ce que j'entends et ce que je lis, c'est qu'il faut être prudent, qu'il ne faut surtout pas aller trop loin, qu'il ne faut pas trop pousser dès qu'une trop grande fragilité du patient se manifeste. Mais alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'analyse, on abandonne le patient, on lui recommande un psychiatre afin que celui-ci le médicamente. Eh ben non. Non, il faut s'accrocher. Sinon, nous ne servons à rien qu'à faire du soutien. Il faut aller plus loin. Nous devons accepter la folie qui est en face de nous
de la même façon qu'un jour, un analyste a accepté la nôtre au cours de notre analyse personnelle. Parce que finalement, voyez-vous, c'est à ce moment-là que la psychanalyse sort de la promenade, somme toute gentillette, qu'elle est souvent au début. C'est-à-dire que la folie est toujours là, elle est toujours présente, même chez les névrosés. Et il nous faut la prendre en compte, cette folie. J'ajouterais que c'est d'ailleurs pareil pour la psychose. La psychose, ça n'est pas un piège qui serait tendu à l'analyste et dans lequel il faudrait surtout prendre bien garde de tomber. Ça n'est pas un échec par anticipation non plus, il faut y aller. Il est là pour moi, le courage. Et Jean Clavreul avait parfaitement raison de souligner qu'on ne va jamais assez profond dans son analyse personnelle, que si à un moment donné nous ne reconnaissons pas notre propre folie, si nous n'avons pas la possibilité de voir que quelqu'un de solide demeure là, face à notre folie, sans s'esquiver, alors sans ça, comment pourrions-nous, nous, accueillir la folie de l'autre ? Oh, l'éthique, on a tenté 1000 fois de la définir, l'éthique. Et j'ai le sentiment qu'elle ne se laisse pas enfermer dans des mots. Et c'est d'ailleurs probablement pour cette raison qu'elle tient une si grande place dans notre parole. Parce que nous savons que les mots ne sont jamais neutres. Dans la pratique analytique, il arrive que notre parole coupe celle du patient, ou qu'elle la ponctue, ou qu'elle la prolonge, qu'elle la reformule, qu'elle la synthétise, qu'elle la métaphorise. Et notre parole peut avoir les destins les plus libérateurs comme les plus funestes. Surtout quand elle interprète, parce que l'interprétation a parfois la lourdeur d'un verdict. Quand par exemple elle prétend éclairer le patient, qui n'aurait pas encore parcouru le chemin nécessaire pour comprendre et pour admettre l'interprétation en question. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il recherche, le patient ? Ce n'est pas un vocabulaire savant, c'est une ouverture, c'est un horizon, c'est un avenir possible. Alors si cet acte essentiel, qu'est l'acte analytique en tant qu'interprétation, s'il est posé comme on assène une certitude, eh bien alors j'ai envie de dire qu'il ressemble très fort à cette adresse de Scagnarelle à Géronte, dans Le médecin malgré lui. Et voilà pourquoi votre fille est muette. Vous savez, il suffit vraiment de peu de choses. Il suffit de peu de mots. Le nom d'une pathologie qui enferme, un pronom possessif qui devient prophétie de malheur, un mot malheureux qui est comme l'ombre de notre finitude. Les mots agissent comme des raccourcis. Ils frappent comme la foudre, ils figent le sujet, ils peuvent faire chavirer une vie. Et en psychanalyse, comme en médecine, nous avons pour obligation de réduire les mots à ce qu'ils sont. Et ils ne sont que des signaux, en aucun cas des destins. Nous n'avons pas à enfermer un sujet derrière les barreaux de sa pathologie. Et parfois on me dit, oui, mais la nuance est minime. Non, elle n'est pas minime, elle est essentielle. Elle préserve l'humain. Parce que l'identité ne peut pas se réduire à une étiquette. Voilà, la vie du sujet ne doit pas être confondue avec ce qui l'entrave. Oula,
au grand jamais un ordre des psychanalystes. Si ça devait, par malheur, arriver un jour, alors il faudrait, je ne sais pas moi, il faudrait entrer en résistance, parce que ce serait la victoire de la normalisation. Normalisation du sujet, normalisation de la parole, du soin. Ça serait l'imposition d'un discours exclusivement compatible avec le cadre institutionnel. Comment est-ce qu'on peut imaginer que le soin psychique puisse être mis sous tutelle, que, je ne sais pas, que la réflexion clinique disparaisse derrière des critères politiques ou des critères idéologiques? Mais nous serions aux antipodes de la notion d'inconscient, de singularité. Alors, quand je vous dis ça, je ne suis pas naïf, hein, parce que des tentatives, il y en a eu et il y en a encore pour soumettre la psychanalyse à un cadre, à une pratique n'ayant plus rien à voir avec son esprit, avec son éthique. Seulement si ces tentatives sont encore discrètes, on va dire la plupart du temps, eh bien, il faut tout de même se souvenir de tristes moments de notre histoire, n'est-ce pas? Des moments où la psychiatrie a sombré dans la stigmatisation, dans l'exclusion, dans l'enfermement, hein, le sujet devenant même parfois objet d'expérimentation. Regardez ce que nous propose aujourd'hui un grand nombre de psychothérapies. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il sinon de gérer des comportements? Autrement dit, d'être parfaitement en phase avec une société du mesurable, une société de l'évaluable et bien sûr une société du rentable. Alors non, un ordre, ça serait une catastrophe. Il faut d'ailleurs relire l'ordre médical de Jean Claverel. Un ordre, c'est une instance de contrôle, qu'on le veuille ou non. C'est une autorité qui dicte ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, qui impose de se conformer à une norme hors de laquelle il n'y a pas de reconnaissance possible. Et si par malheur une brebis égarée venait à pratiquer autrement, et même à penser autrement, ah mais ça c'est une sortie de route impardonnable, c'est une hérésie valant blâme ou exclusion. Il faut être compatible avec le cadre ou alors gare. Alors non, au grand jamais un ordre des psychanalystes, ce serait attenter à un des derniers espaces de liberté. Ces espaces que nous offre justement le psychanalyste. Vous pouvez penser que je vais trop loin. Je ne crois pas. On voit s'installer tout doucement une véritable interdiction de penser. Alors, ce n'est pas quelque chose d'imposé, n'est-ce pas, hein? Quoique parfois, on peut se le demander. Disons que la plupart du temps, ça emprunte des sentiers détournés. Mais c'est bien là. C'est une obstruction, une répression. C'est une oppression de la pensée. Jusqu'où est-ce que ça ira? Où est-ce que ça nous conduira? Je pense à Dostoïevski qui écrivait « La tolérance atteindra un jour un tel niveau qu'il sera interdit aux gens intelligents de penser, pour ne pas offenser les imbéciles. » Et attention, ne vous méprenez pas, hein, invoquer l'intelligence, ça n'est pas le signe d'un quelconque élitisme. Il s'agit de lucidité, il s'agit de discernement. Et là où certains ne disposent pas ou ne disposent plus de ce discernement, beaucoup d'autres font semblant de ne rien discerner pour mieux enfumer la pensée des autres.
Raymond Aron écrivait à juste titre que l'ignorance et la bêtise sont des facteurs considérables de l'histoire. Alors voilà, je pense qu'il est temps de dire adieu à Descartes et à son fameux « je pense, donc je suis ». Parce que ça n'est plus du tout d'actualité. Freud est venu et il nous a fait comprendre que non, je ne pense pas, je suis pensé. Et aujourd'hui, il semble qu'aujourd'hui, nous en sommes arrivés à « on pense pour moi, donc je ne suis plus ». Voilà pour quelle raison je ne suis évidemment pas d'accord avec ceux qui avancent que la psychanalyse est finie, qu'elle est dépassée, qu'elle n'est plus de notre temps. Ils font une confusion entre ceux qui changent et ceux qui ne changent pas. À savoir que ceux qui changent, c'est le monde, c'est la société autour de nous, c'est l'individu. L'individu et la société étant en interaction permanente et influent mutuellement l'un sur l'autre. Et ceux qui ne changent pas, ce sont les passions qui travaillent l'individu. Le sexuel, l'amour, la haine, la mort. Ce qui ne change pas, c'est l'outil qui permet de comprendre de quelle façon, dans quelle direction se meuvent et le monde et l'individu. L'outil et la méthode qui permet de le manier. Alors oui, la psychanalyse est toujours bien vivante. Elle nous ouvre un territoire pour penser plus largement, pour faire respirer la pensée. Un territoire que la vie quotidienne ne nous permet pas d'occuper, d'arpenter, d'explorer. Un territoire qui regorge de pistes cachées dans d'épaisses broussailles et qu'il nous appartient de défricher. C'est une responsabilité que nous acceptons d'endosser, ou pas.